Bien, Fabien Ruet, salut, merci beaucoup. Tu es un des rares à nous demander de venir ici, franchement. Tu l'avais déjà fait en février 2017, qui était donc la précédente entrevue dont j'ai vu que Monsieur YouTube, qui est un algorithme complètement impersonnel, bien sûr, nous apprend qu'il y en a 239 vues quand même de cette précédente de ce précédent entretien. Donc merci beaucoup, ça nous intéresse beaucoup d'avoir des politiques entre guillemets, on vient de dire que politique était un grand mot, et qui viennent un peu discuter normalement. Tu partages ce privilège avec Monsieur Delpont qui accepte de venir aussi, comme Madame Brigitte Allain avant lui, et puis Monsieur Garrigue qui de temps en temps aussi vient. Voilà, donc on est très content de vous avoir. Pour toi, c'est la deuxième fois. La première fois que tu nous avais parlé de politique de la ville, tu étais là parce que, en tant que responsable, je ne sais pas comment on dit, délégué à la politique de la ville et à l'habitat, tu t'intéressais aux critères d'évaluation des demandes de subventions de la part des associations comme nous, qui faisons ces demandes assez régulièrement et qui marchent pas trop mal. Bon. Mais aujourd'hui, à moins que, donc si tu veux ajouter quelque chose à ce que je viens de dire, tu n'hésiteras pas. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un problème un peu tragique, un peu dramatique, qui est, sans vouloir nous mettre tout de suite un couvercle sur ce débat, qui est la paupérisation des centres-villes en général, en France, et à Bergerac en particulier. Alors voilà, moi je ferai peut-être allusion à un article récent que Philippe m'a passé du Monde diplomatique qui s'intitule « La France abandonne ses villes moyennes ». L'exemple de ce grand article, c'est Montluçon, mais qui est une ville assez comparable à Bergerac, avec une histoire différente bien sûr, mais enfin bon, il y a 38 000 habitants à Montluçon. C'est un peu comme nous. Et toi, Philippe, tu avais une autre référence, non? C'est le lien, la France abandonne ses villes moyennes, et puis le rapport Borloo sur la politique de la ville, puisqu'on est là, on va essayer d'évoquer d'abord, de savoir ce que tu en penses un peu, on va en parler, et puis juste des questions très précises sur les quelques pistes qu'ils proposent. Tout ne me paraît pas trop mauvais, mais il y a des choses qui m'interrogent, donc j'aimerais savoir ce que tu en penses. Voilà. Alors, juste un dernier mot pour moi. Moi, je vais regarder ça, enfin, participer à cette discussion, mais aussi dans l'idée de la question toute bête et sans doute un peu conne, mais à quoi ça sert un politique, quoi. Puisqu'au fond, même si ta profession vraiment n'est pas politique, on pourrait penser que c'est un peu le cas. Tu baignes dedans depuis longtemps. Je viens de t'accuser de nous instrumentaliser pour les élections municipales de 2020. Donc, évidemment, je plaisante, mais voilà. On est bien conscient que ces choses-là nous surplombent, ou comme des nuages ou des fantômes. En février 2017, on était quelques mois avant les élections législatives et présidentielles, et en France, on n'est toujours pas très loin d'élections, donc les prochaines, ça sera... Il y a les européennes d'abord, mais il y a les municipales en 2020. Et voilà. On part sur la paupérisation, sur les chiffres récents. Oui. L'opération Cœur de Ville a été lancée là, très récemment, mais avant de revenir sur les objectifs de cette opération, les fondements déjà de cet abandon des villes moyennes, à Bergerac, est-ce que tu peux dresser un bilan? Tu nous as fait part de chiffres assez inquiétants. Oui, ben c'est un petit peu, si tu veux, le point de départ, non pas de la réflexion, mais là du constat. On fera le lien tout à l'heure par rapport à ce que je peux associer les gens et à la démarche, etc., et les retours que je peux en avoir. On a beaucoup parlé de villes moyennes, avec cette connotation d'être moyen. Moi, ça m'a toujours questionné, qu'est-ce que c'est qu'être moyen? L'écolier que j'étais à l'école primaire était plutôt moyen. On se faisait pas trop remarquer parce qu'on était dans le milieu de tableau. On travaillait juste ce qu'il fallait pour avoir plus que la moyenne. Et après, tu as intégré l'élite de Sciences Po, donc... Voilà, mais après ça a progressé, mais à considérer l'élite d'ailleurs. Mais
Cette notion de ville moyenne... Un quart de la population française habite dans ces genres de villes. On entend par là les villes entre 20 000 et 100 000 habitants. Par rapport aux typologies de l'INSEE et tout ce qui va avoir à faire à la statistique derrière et l'action publique. Un quart de la population. Et déjà, parler de ville moyenne, à mon sens, il y a quelque chose qui pose souci. Le problème, c'est que si on se projette à l'échelon européen, on voit qu'il y a beaucoup de ces villes moyennes, et il n'y a pas que la France qui est concernée par ces situations d'échapper au phénomène de la métropole. Alors, on parlait de Sciences Po tout à l'heure, c'est rigolo, parce que la bible de l'enseignement de Sciences Po, c'était Paris et le désert français de Wilfrid, et c'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut reprendre cette analyse avec n'importe quelle capitale régionale et dire Bordeaux et le désert régional, ou Toulouse et le désert midi-aquitain, etc. Et ça pose vraiment la problématique de ce que les Européens, enfin l'Union européenne appelle l'interland, cette espèce de monde intermédiaire qui n'est pas tout à fait dans la métropole et qui n'est pas tout à fait dans les grands axes de communication. Le péri machin, péri-urbain. On est dans un quelque part. Et juste un truc sur les villes moyennes, donc tu le dis sans le dire, en gros tu veux dire que c'est stigmatisant, mais alors par quoi tu souhaiterais remplacer cet adjectif de ville moyenne? Parce que moyen c'est une affaire de statistique. C'est une affaire de statistique. Oui, mais c'est comment on se fait entendre des grandes décisions dans un modèle qui reste encore jacobin. Et là c'est extrêmement difficile, d'autant qu'à l'intérieur de ces villes moyennes, on va retrouver Périgueux aussi, mais qui n'a pas tout à fait le même statut que nous, puisqu'elle est préfecture, et qu'on reproduit, et là, il faut se souvenir juste quand Mitterrand et Defer créent la décentralisation, enfin acte les lois de décentralisation de 81, ils nous disent c'est pour 30 ans. Et puis après, on doit passer normalement à un autre modèle. Cet autre modèle, il se fait toujours attendre, parce qu'on a finalement reproduit ces logiques de centralisation entre les préfectures, les sous-préfectures. Les lois Chevènement-Voynet avec les pays, ça a quand même été une avancée. Eh bien, voilà l'une des notions sur lesquelles il aurait fallu sans doute continuer à travailler, c'est ces logiques de bassin de vie, où effectivement, on est dans des arrondissements un peu plus larges, dans des logiques un peu plus larges. Si on revient à Bergerac, la situation aujourd'hui préoccupante de la ville, c'est cette situation qui, moi, s'apparente à un décrochage social. Je l'ai dit lors du débat de Cœur de Ville, où, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, la presse quotidienne régionale annonçait qu'on allait avoir une espèce de débat fulgurant sur le projet de Cœur de Ville, alors même que ce projet avait été le fruit d'un travail de collaboration entre tous les élus. Donc, mais ce qui était frappant dans ce dossier, c'est que nous avions quand même 40% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On peut rappeler le seuil, c'est 865 euros pour vivre. Et quand on est à ces 40% de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, il y a aussi tout le rapport aux actifs. 37% de personnes qui sont au chômage, 33% de retraités. Si on additionne les deux chiffres, même si les retraités sont super actifs, c'est pas le problème. Mais le rapport au monde du travail, on voit bien qu'il repose sur une minorité, sur 30% des restants. Donc, ton expression de décrochage social, je pense à un parallèle du décrochage scolaire. Oui. Est-ce que tu signifies qu'ils sont... qu'il y a une situation de hors social, hors société, ou voilà. Pourquoi tu utilises ce terme de décrochage social? Décrochage social, c'est pas juste pour faire une différence sémantique avec la fameuse fracture sociale de 95. Hein. C'est que vraiment, on sent que on est dans la marginalité. On est tombé dans un seuil aujourd'hui de population qui a décroché des... Alors, on va le retrouver ça par rapport à l'expérience des travailleurs sociaux. Tous les travailleurs sociaux du territoire nous disent aujourd'hui, toute notre action fondamentale de prévention, nous n'avons plus le temps de la faire parce qu'on est focalisé sur l'urgence sociale, le SAMU social en quelque part. Et toute cette action de prévention n'arrive plus à se faire. Donc ça veut dire que les populations fragiles, où la marginalisation n'est souvent pas loin et elle est tendancielle, eh bien là, on a un flux qui commence à s'auto-alimenter et qui fait qu'on a perdu une strate intermédiaire et une action intermédiaire. Et ça va se retrouver sur des chiffres, c'est-à-dire qu'il serait presque intéressant dans des débats de faire venir des sociologues pour qu'ils apportent leur regard sur ces statistiques. C'est de se dire, voilà, si on regarde notamment les statistiques du contrat local de santé,
eh bien on va retrouver cette situation de décrochage social. Comment ? On a parlé du taux de suicide tout à l'heure en aparté, un taux de suicide qui est supérieur à la moyenne régionale. Bon, ça, chez les jeunes, tu disais. Alors, et chez les jeunes. D'accord, de façon globale. Globale, les hommes, en général, ils touchent davantage les hommes de plus de 60 ans. Ça, c'est la réalité locale. Chez les jeunes, c'est aujourd'hui le deuxième facteur de mortalité des jeunes à Bergerac, avec un chiffre qui avoisine 20%. 20% de décès des jeunes à Bergerac, c'est en raison du suicide. C'est le double on est à 15 ou 16% de plus que c'est la moyenne régionale. L'accidentologie sur la route, c'est 24% des causes de décès. Donc 24-20, on est quand même sur des chiffres considérables qui expriment un malaise. Et on va le retrouver au niveau des hospitalisations. C'est-à-dire que les hospitalisations longue durée pour troubles mentaux sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. D'accord. Donc là, il y a un malaise. Alors, on va creuser ça parce que c'est important, donner des noms à ces trucs. Je suppose que le décrochage, c'est un vocabulaire politique, c'est-à-dire... c'est le seul mot que j'ai réussi à trouver pour essayer d'alerter. Je suppose que les gens dont tu parles ne se qualifieraient pas de décrocheurs. Ah non. Ou de décrocher. Et ça, c'est décrocher, ou de décrochons. Enfin, bon. C'est tout le lien avec la résilience qui va se mettre en place par rapport à ça. Alors, nous, on n'a pas du tout d'expérience, évidemment. C'est difficile de... Moi, je vais te prendre un exemple concret. Je finis juste ce que Bourdieu appelait la misère sociale. Et il avait essayé de faire un gros livre là-dessus, de brut, enfin, comme ça. Et on n'est pas sorti de cette affaire, c'est-à-dire, alors tu parlais de stigmatisation, moi je crains aussi cette stigmatisation, c'est-à-dire, on n'a pas d'expérience, mais je pense aux gamins quand, dans notre petit asso, on a travaillé avec des jeunes décrocheurs, entre guillemets, qu'on peut appeler ça comme ça, seconde chance, machin. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas du tout eu l'impression de gens qui décrochaient. Au contraire, c'est plutôt qui étaient accrocheurs, accrochants, mais pas décrochants. Donc, c'est juste une question, peut-être qu'elle est insuffisante, ou il faudrait creuser, mais peut-être il faudrait aussi leur demander ce qu'ils en pensent, quoi. Enfin, voilà. Alors, par rapport à ce que tu dis, alors c'est vrai que déjà à l'école de la seconde chance, on peut considérer qu'ils ont déjà raccroché. Mais par rapport à cet exemple de décrochage et au concept de résilience, moi j'ai un exemple là, qui n'est pas vieux, il a même pas un mois. Là, on est sur une question d'habitat. Une personne qui vient me voir, enfin par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est toujours comme ça, qui habite dans le quartier de la Madeleine, et qui se plaignait parce que son propriétaire ne voulait pas faire de réparation sur sa toiture parce qu'il ne pouvait plus regarder la télévision. C'est l'antenne de télévision bougeait beaucoup, donc il se plaignait son propriétaire. Et en fait, ce monsieur, il a traduit son malaise par rapport à ça parce qu'il n'en pouvait vraiment plus. Et lorsqu'on a fait la visite à l'intérieur, on s'est rendu compte que ce monsieur vivait depuis des années dans un taudis. Et qu'il a fallu qu'il y ait cet événement de la télévision pour qu'ils se disent, bon ben là il faut quand même réagir. Alors c'était peut-être sa fenêtre qui lui restait sur l'extérieur, etc., parce qu'il est aussi un peu handicapé physique. Mais véritablement, on a une situation... C'est pour ça que je dis le décrochage, oui, il n'est peut-être pas vécu comme ça. Et ça peut continuer comme ça si on ferme les yeux. Ou qu'on fait comme si. Le problème, c'est comment ces populations, qui aujourd'hui vivent par leurs propres moyens, se débrouillent par leurs propres moyens, à un moment donné, vont retrouver une perspective de développement. Vont pouvoir revenir vers le marché de l'emploi pour un certain nombre d'entre eux. Non, pas à cause de la télévision, ce serait très bien qu'ils décrochent de la télé, ces gens. Mais on n'a pas entendu ce que disait Christine. De la télévision. Oui. Mais le paradoxe, il était là. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à avoir sa télévision, il a réagi, mais alors qu'il aurait dû réagir beaucoup plus tôt par rapport à son propriétaire, qui est ni plus ni moins qu'un marchand de sommeil. Et il y en a beaucoup d'autres. Et cette situation-là, c'est un peu le débat que j'ai essayé d'introduire lors du débat de Cœur de Ville. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, on nous annonce 22 millions d'euros d'investissement sur Bergerac.
potentiel. Oui, Bergerac et Périgueux, non, 22. 22 par ville. C'est 25 et c'est 222 villes. Sachant que derrière ces 22 millions, il faut avoir son propre argent à investir. Donc ça dépendra aussi des capacités qu'on sera en mesure d'auto-investir. Bon, on parle de démocratie, on parle de politique. Enfin, il y a un moment donné, on est à 2 ans des élections municipales. À quel moment les uns et les autres, on a consulté la population pour savoir quelles étaient réellement leurs attentes par rapport aux investissements qui vont être lancés et réalisés. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et quand bien même, alors là, c'est le fond du problème, mais comment appliquer une politique de cœur de ville, de revitalisation, de redynamisation, tous ces mots en sion qu'on veut appliquer sur le centre-ville de Bergerac, avec une population qui, aujourd'hui, à 40% d'entre elles, vit en dessous du seuil de pauvreté, et pour qui les problématiques de commerce de centre-ville, de revitalisation des halles marchandes, etc., sont quand même encore très éloignées. Puisque tu parlais de faire appel à la population, vendredi dernier, l'Assemblée Générale des Conseils citoyens, on apprend que l'enveloppe dédiée par l'État, c'est 4 500 €. Bon, ça fait doucement rigoler, c'est-à-dire que... Et toi, tu n'étais pas adjoint, je crois, à la démocratie participative, à l'époque de l'équipe Rousseau. Oui. Mais tout ce que vous avez mis en place, ce fameux tirage au sort qui n'a pas très bien marché, etc., tout ça, vous n'avez pas réussi non plus. Enfin, tu n'as pas réussi non plus à faire ce que tu appelles de tes vœux aujourd'hui. Et puis, juste petite parenthèse, quand l'État lance Cœur de Ville, les mairies avaient quoi, 3 semaines pour boucler un projet? Comment est-ce qu'en 3 semaines, on peut arriver à boucler un projet qui vise le long terme? Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, je comprends ce que tu appelles de tes vœux, demander aux habitants, mais d'un côté, on a cette politique de la ville qui donne royalement 4 500 €. Bon, ça, je ne parle pas des associations, mais des projets citoyens. On peut aller même plus loin, si c'est pour faire des petits, je sais pas, des petits formulaires ou des panneaux indicateurs ou Catherine de Médicis, bon, ça va pas très loin. J'ai rien contre elle, mais bon. Et ces 22 millions d'euros qui semblent être, et que les mairies ne pourront pas suivre, les communautés, les collectivités ne pourront pas suivre parce que c'est 50, 70, 30, enfin, s'ils amènent, ça veut dire qu'ils vont s'endetter. On va s'endetter pour pouvoir avoir accès à Cœur de Ville. Il faut s'endetter. Oui, non, d'accord, mais... Sauf que dans le même temps, l'État nous dit il faut que vous désendettez. Vous devez être à moins de 12 ans pour pouvoir, de capacité de désendettement pour être considéré comme en bonne santé financière. Donc voilà mes 2 remarques que tu veux compléter. Juste pour ajouter un truc. Bon, consulter la population, ok, il faudra voir comment on peut faire. Est-ce que seuil de pauvreté, est-ce que tu as une définition de la pauvreté? Je veux dire, mis à part les 800 €, je veux dire, c'est qui est pauvre? Parce que quand on pense aux gens qui sont, est-ce que vous vous appelez décrocheurs? C'est pour ça, on pourrait leur demander ce genre de truc. On pourrait leur demander aussi, est-ce que vous vous considérez comme pauvre? Et ça veut dire quoi, pauvre? Puisque je citais Bourdieu tout à l'heure, la différence entre pauvreté et misère, par exemple, c'est quoi? Le rapport à la notion de besoin, qui peut être très relatif d'une personne à une autre. C'est ça. Mais on est bien d'accord par rapport à ça. Il y a des pauvres riches, je veux dire. Oui. Il y a des riches très pauvres. C'est vrai que même si mon attention se focalise moins sur les pauvres riches, même s'ils ont droit à toute ma compassion, mais aujourd'hui... Non, attends, c'est pas ça que je veux dire. Les pauvres riches, pour moi, c'est des gens qui sont pauvres au sens où ils n'ont pas beaucoup de fric, mais qui sont très riches au sens où ils vivent une vie tout à fait pleine, entière, accomplie, épanouie. Voilà. Donc, ils auront ne moquons pas des pauvres riches. Par contre, moquons-nous des riches pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont plein de fric et qui vivent comme des cons. C'est ça. Moi, aujourd'hui, celui que on pourrait considérer comme dans la situation de décrochage, on parlait de décrochage scolaire, c'est celui qui justement va être exclu de la promesse de l'égalité républicaine, de l'égalité des chances. Oui, alors c'est peut-être un vieux mais c'est toujours les définir négativement, exclu d'eux, décrochant. Mais l'exclusion n'est pas une notion valorisable en soi. On peut s'auto-exclure, ça arrive, mais on peut subir aussi un phénomène d'exclusion. Et l'égalité des chances, c'est critiquable parce que du coup, ça voudrait dire vous n'êtes pas né dans la bonne famille, mais on va essayer de vous donner des chances pour... On n'est pas du tout dans un phénomène politique de redistribution
social, quoi. L'égalité des chances, c'est quand même... c'est écrit dans la Constitution. Oui, non, mais je sais bien, c'était juste pour aussi reprendre ce concept d'égalité des chances. Est-ce qu'aujourd'hui, un gamin qui va naître à Bergerac pourra accomplir ses rêves de la même manière qu'un gamin qui va naître à Neuilly? Évidemment non. Bon, eh bien comment on fait? Ne posons pas les problèmes comme ça, parce que là, ils sont déjà résolus. Voilà, et bien justement, c'est là où il y a une notion entre le fatalisme, la résignation et la volonté d'aller de l'avant. Je pense que quand je me serai résolu, ou résigné plutôt à cet état de fait, eh bien là, il faudra que Canal Pourpre me dise « tire-toi ». Non, mais... Non, mais c'est clair, parce qu'il y a un moment donné, je ne serai plus là que pour ma situation personnelle, que par carriérisme. Et c'est là où on a aussi un regard critique par rapport à la classe politique. Mais c'est pas la... Excuse-moi, mais c'est pas la charité, la gentillesse, la bienveillance. On n'est pas dans la charité. Si tu dis, si je m'occupe pas de... Parce que quand tu compares le gamin né dans la pauvreté et puis le gamin de Neuilly, évidemment tout le monde a ta réponse. C'est pas forcément dans la pauvreté. C'est pas de l'égalité, ça. Mais... je veux dire, essayons de poser des problèmes qui soient de vrais problèmes. L'accès, peut-être l'accès à la culture. Oui. Aux cultures. Oui. Par exemple... L'accès à l'éducation. L'accès à la santé. On parlait de la santé. Pourquoi aujourd'hui à Bergerac, plus d'un jeune sur deux de moins de 25 ans n'a pas de médecin, n'arrive même pas à dire un nom de médecin généraliste qui va le suivre. Le médecin, je ne sais plus comment on appelle ça, médecin référent. Il y a là, pour le coup, la santé, il y a un phénomène d'auto-exclusion. Et qui touche tout le monde. Et qui touche tout le monde. Et c'est là où sont tous les fondamentaux. Et c'est là où ça m'inquiète. Parce qu'un jeune mineur, tu reprendras, je veux dire, c'est aussi que la famille joue plus son rôle. Avec aujourd'hui, alors là c'est un chiffre simple. On peut garder ses enfants jusqu'à 26 ans. Exactement. Christine fait allusion au rôle de la famille qui aussi fait partie. La famille, et quand on sait que par exemple dans le parc des logements sociaux à Bergerac, des logements sociaux, parce que là on a un retour d'expérience, sur les presque 3000 logements qu'il y a, plus de 50% ce sont des familles monoparentales. Avec tout ce que cela implique de difficultés, parce que quand on est maman avec des enfants à charge à Bergerac, non seulement il faut faire bouillir la marmite, mais il faut aussi chercher du travail pour soi, etc. C'est très compliqué. Donc ces situations-là, c'est des réalités qui sont sur notre territoire. Moi j'appellerais ça la misère. Pour moi la pauvreté, si tu veux, c'est quand on manque du superflu. Mais la misère, c'est quand on manque du nécessaire. Donc les pauvres, moi, le pauvre que je suis, il manque souvent du superflu, mais je n'ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas le superflu. Donc c'est la misère que tu cites là, enfin que tu évoques, donc le manque du nécessaire, c'est vrai, c'est un gros truc, mais c'est encore une façon de dire qu'est-ce qu'on va accuser, sinon ce qu'on appelle l'économie, au sens le système économique, qui ne montre à tout le monde qu'un seul idéal, qu'un seul horizon, c'est le pognon, le fric, les sous. Et ça, effectivement, ça rend misérable. Quand tu n'as qu'un idéal dans la vie, c'est gagner du pognon, c'est évidemment que tu es un misérable, quoi. Voilà, moi alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire, mais enfin, comment changer ce mono-idéal-là qu'on nous balance à la gueule en permanence, à coup de pub, à coup de supermarché, à coup de société de consommation. Voilà, sachant qu'effectivement, la plupart en sont exclus de cette société de consommation. Ou alors elle va créer des besoins qui sont artificiels. Tant mieux puisqu'elle est si conne. Mais à côté de ça, nous, en tout cas le devoir des politiques à l'échelon local, c'est justement de garantir ce minimum d'accès aux fondamentaux. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, l'accès au bien manger. Ça, c'est aussi un rapport. 17,6% des jeunes en 6e sont en surcharge pondérale. 5% sont obèses. Ce n'est pas des signes de bonne santé du territoire quand on sait que c'est le double des statistiques régionales.
Alors que peut faire la politique là? Que peut faire avant de voir que peut faire, parce que là tous les marqueurs sociaux sont dans le rouge, c'est quand même inquiétant. Sauf celui de l'économie où on continue à nous parler, vive la bagnole, vive le supermarché, vive le 4x4, etc. Ah oui, mais en attendant, c'est les gens la catégorie des habitants qui sont dans ces fourchettes-là, ils n'ont absolument pas accès à tout ce qui leur tombe dessus par ce système de mono-rêve ou de télévision. C'est-à-dire que ils vont... regarde la télé, c'est quand ça marche pas qu'il va se plaindre, le vieux monsieur. Oui, mais ça, bon, je sais pas... tant mieux d'ailleurs. C'est la goutte d'eau. Ça a permis de découvrir sa situation. C'est la goutte d'eau et ça laisse entendre aussi tout ce qu'on peut endurer, les capacités humaines à pouvoir endurer des choses. Ah, ce concept de résilience, complètement. La télévision est faite pour ça. Et avant de donner la parole à Christine, je voulais juste revenir sur ta question là. Il faudrait demander aux gens ce qu'ils entendent par pauvreté, misère, etc. J'avais fait une mini-enquête qui n'a rien de... C'est totalement dans une de mes classes. Et alors que les catégories telles que l'INSEE l'a définies et telles qu'elles sont définies par le rectorat, j'aurais dû avoir 25% d'élèves me disant je suis dans la catégorie pauvre, eh bien tous étaient dans la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y avait un élève qui s'est défini comme pauvre. Donc il y a aussi ce rapport très difficile à pouvoir se qualifier de, mais je trouve ça tout à fait normal. Je ne vais pas dire je suis pauvre ou misérable. Mais Christine, tu voulais intervenir? Non, c'est juste à propos du bien manger. Le bien manger, vas-y. Il se trouve que sur le territoire, on avait une députée qui a essayé de s'occuper de ça. Puis quand même, les gens votent et ils l'ont viré et ils ont mis à la place... Christine fait allusion à Brigitte Alain, pour qui le bien manger était un des axes. Il y a aussi le rapport et elle fait remarquer que personne n'a voté, enfin que, hélas, Brigitte Alain n'a pas été renouvelée comme députée. Non, mais oui, je suis obligé parce que personne t'entend, je te signale. C'est le côté, c'est les limites du modèle de la démocratie et du vote. Malheureusement, avec une abstention élevée. Bon, avec une abstention élevée, avec ce phénomène, bon là on rentre dans un autre débat, qui est le fait que l'élection présidentielle c'est elle qui est jupitérienne pour le coup, et tout le reste est en satellite et annexe. Et on voit bien, on donne des majorités au président qui a été élu. Mais ça, c'est l'inversion des calendriers, etc. On aurait un député qui serait élu de manière totalement dissociée de l'élection présidentielle, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle. Ça va venir avec la dose de proportion. On aurait sûrement des résultats électoraux très différents. Peut-être. On repart sur la question de Gilles. Qu'est-ce que le politique la politique, je ne sais pas, c'est un vaste sujet, mais toi, Fabien Ruet, le mec qui est sur le terrain, qui va sûrement se présenter aux élections municipales la prochaine fois, qui est déjà délégué municipal, élu de municipalité d'opposition. Comment tu vois ton truc, modestement, je veux dire, je ne te demande pas des recettes, mais comment tu vois ton truc? Quelle est ta philosophie politique? Alors, par rapport à quel aspect, pour le coup Comment tu vois le rôle du mec comme toi qui est... on te voit non seulement au conseil municipal, mais encore hier soir à un vernissage, avant-hier soir au conseil citoyen. Bon, enfin, je suppose que tu fais ça tous les jours ou presque, tu vois tout le monde, tu suis les assauts. Et comment tu vois ton propre chemin, celui du groupe auquel tu appartiens, je ne sais pas. D'abord, il y a... le temps aidant, peut-être aussi, on essaye d'apprendre de ses échecs ou de ses certitudes. Voilà, parce que la dernière fois, en février 17, je te rappelle que le dernier mot qu'il a prononcé, c'est « il faudrait quand même pas qu'on refasse les conneries qu'on a faites quand on était à la municipalité ». Tu avais dit ça. Mais oui, parce que... Et on lui avait dit qu'il était plus sympa qu'avant. C'était lui qui l'avait dit en tout cas. Et là, il vient de répéter. Non, mais oui, parce qu'il apprend de ses erreurs. Il y a un truc où on rappelle bien, quand même, il y a plus de 10 ans maintenant. Ça va faire 2008, 2018, ça fait 10 ans. C'est ça, Ce qui montre aussi la difficulté à renouveler la classe politique. Mais ça, c'est un autre débat. On est plein de certitudes. On pense que les idées qu'on a pensées en petit comité de gens experts vont s'appliquer automatiquement, qu'il va suffire d'aménager une rue pour recréer une dynamique parce que on a vu ça
dans les cahiers d'urbanisme et que ça marche très bien dans des... Citation de Borloo, il y a une élite technocratique avec une vision consanguine, des gens individuellement exceptionnels mais qui en groupe sont non fertilisés. Nous sommes un pays qui a rétréci sa diversité des énarques. Hein, là. Ah oui. Mais, enfin, on parlait de Sciences Po tout à l'heure. Les anciens copains de promo n'ont jamais compris pourquoi j'étais revenu chez moi, en quelque sorte. Parce que je suis né ici, etc. Alors que beaucoup avaient pantouflé. T'es en déclassement, toi aussi, du coup, quand tu reviens. Oui, et puis franchement, ça colle pas avec la logique du classement de sortie de tableau, enfin, toute la logique de consanguinité, etc. Tout le travail, justement, ça a été de se dégager de tout ça. Il faut du temps pour se construire. Et moi, je dois dire que j'en ai mis du temps de m'affranchir d'un certain nombre de présupposés et de me dire aussi que d'abord, c'est l'écoute qui doit faire la différence. La solution, il n'y a pas de solution miracle, sinon ça se saurait. Ou alors, vraiment, on a des imposteurs qui trustent la vie politique depuis longtemps, ce que je ne crois pas. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions qui sont en chacun d'entre nous, ça c'est évident. Et c'est la capacité à agréger ces initiatives, ces idées, et les mettre de manière concrète sur le terrain en application qui va nous permettre d'avancer. On dirait du Macron, on dirait du En Marche, ce que tu entends dire. Par rapport à quoi ? Cette capacité d'agréger ce que tout le monde a... Tu veux dire, non, tu vois ce que je veux dire ? Tu te vois comme médiateur ? Est-ce que le mot de médiateur je crois que tu parlais tout à l'heure des échéances municipales. Je crois que l'idée du maire qui aurait la vérité absolue, ça n'existera pas. La capacité qu'aura le prochain maire, masculin ou féminin, ou la prochaine maire, à pouvoir diriger cette ville, ça ne sera pas de la diriger, mais véritablement de l'animer. Je crois qu'on est dans une fonction d'animation, d'impulsion, de savoir repérer un certain nombre d'initiatives locales qui vont être vecteurs de développement selon les perspectives qu'on aura classées. C'est là. Il n'aura pas à trancher. Il aura à trancher, il aura à faire des choix, il aura à opérer des décisions. Il y a des contraintes, on les connaît, contraintes ne serait-ce que budgétaires. Tu parlais tout à l'heure des subventions aux associations. Est-ce que, aux politiques de la ville notamment, est-ce que ça a un sens de donner 200 € par là, lorsqu'on sait qu'on doit s'attaquer à des réalités comme on a évoqué tout à l'heure statistiquement ? Est-ce qu'aujourd'hui, 60 000 € de la communauté d'agglomération pour s'occuper du soutien au projet de la politique de la ville, c'est une enveloppe décente? Non, évidemment non. Mais celle de l'État, c'est 120 000 €. Le budget global, c'est 320 000 €, tout partenaire confondu. C'est beaucoup d'argent. Juste un truc. Mais quand on disperse les subventions, est-ce qu'on est en capacité de vraiment soutenir des projets structurants pour aider les gens, pour les accompagner à être autonomes? Parce que c'est ça l'objectif. Oui, ou c'est essayer de soutenir un tissu associatif qui s'essouffle aussi de partout. Ça, il faut bien le voir. Et qui prend la place des services de l'État comme il peut. Alors ça, complètement. C'est-à-dire que quand il y a une association qui se crée à vocation sociale notamment, c'est bien qu'à un moment donné, l'État ou les collectivités ont été défaillantes parce qu'il y a un besoin qui est identifié. Ou parfois d'autres, c'est parce que l'initiative citoyenne est plus dynamique et peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, juste un mot, une note en bas de page. Animateur, donc tu retiens plutôt l'animation comme définition des politiques. Bon, on voit ce que tu veux dire, hein, tu viens de l'expliquer, mais c'est peut-être pas le bon mot quand même, parce que d'abord, les animateurs, c'est un métier maintenant, il y a des animateurs professionnels, et deuxièmement, animation, ça veut dire donner de l'âme. Et c'est un peu embêtant aussi, enfin on retrouve la même question que tout à l'heure. Est-ce que les gens disent « Ah ben moi j'ai besoin d'âme » on se souvient de Chaban-Delmas qui voulait faire donner un peu amener de l'âme dans la société. Ce mec a été 50 ans maire de Bordeaux. Donc, est-ce que animation est le bon mot? Alors, l'animation, médiateur ne te va pas du tout? Si, complètement. C'était par rapport notamment... Alors, de la verticalité à l'horizontalité, c'est ce que tu voudrais dire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la verticalité, elle existe aujourd'hui, on le sait, avec le maire tel qu'il est, avec sa personnalité, c'est quand même assez écrasante par rapport à son équipe. C'est parce qu'il fait par rapport à son équipe. Mais aussi dans le rapport qu'on peut avoir à la population. C'est-à-dire des réunions de quartier avec la parole légitime qui est exprimée à un moment donné,
et les spécialistes, plus ou moins, ou auto-spécialistes de la parole publique qui vont intervenir 2 ou 3 fois dans la réunion. Il y a un moment donné, ce genre de comportement a été très utile, c'est pas le problème. Mais moi, la vision que j'ai, ou en tout cas que j'essaye d'avoir, c'est qu'il faut évoluer par rapport à cela. Alors il faut, dans une équipe municipale, si on prend une équipe, le rôle d'animation ou de médiation entre les composantes d'une équipe, et c'est là où il faut bien choisir une équipe. Vous allez en 2020 avoir à choisir une équipe qui va vous paraître être la plus apte non seulement à gérer Pourquoi la ville... Pourquoi tu dis vous? Nous? Oui, mais... Tu veux dire que tu vas pas voter, toi? Non, parce que je disais vous, parce que tu n'es pas sur la commune de Bergerac. Oui, non, mais nous... C'était dans ce sens-là. Nous sommes tous sur... le coup peut pas, il était dans sa médiation. Donc, du coup, là, il y a un travail à faire par rapport à ça. Et par rapport aux Bergeracois, on va pas se... Enfin, est-ce que dans la pratique politique quotidienne, on se voit juste au moment des élections, on fait 2 ou 3 réunions de quartier pour rendre compte de l'action et on s'arrête là. La maison citoyenne, cette initiative-là, j'y suis pas allé. On a fait un reportage, je crois, une fois. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde, si ça a marché, t'en as tiré des trucs. J'ai l'impression qu'En Marche a voulu faire la même chose, cette démarche, un peu ce qu'avait fait émerger Ségolène Royal en recopiant l'autre chose. On se met en cercle, en rond, on discute, on est dans l'horizontalité. Oui. Qu'est-ce que... ça t'a donné quoi cette ça existe toujours, Maison Citoyenne, non? La Maison Citoyenne, elle existe de manière indépendante et autonome à titre associatif. Elle se spécialise dans l'aide à la dématérialisation parce qu'il y a aussi des enjeux par rapport à ça. Okay. Mais moi, ce qu'elle m'a paru importante, c'est qu'elle permet... C'était ton initiative, il faut le rappeler peut-être. Oui. Voilà. Elle permet... d'abord de libérer la parole. C'est-à-dire que, oui, autour de la table se réunissent des personnes qui sont de tous les horizons. Ça, c'est clair. Qui n'appartiennent pas forcément à des partis politiques. Ça, c'est aussi important. Mais qui vont permettre... Il n'y a pas de parole plus légitime l'une que l'autre. C'est-à-dire que... L'horizontalité dont on parlait, donc. De cette horizontalité-là. Alors oui, ça peut donner lieu à des débats qui vont durer un petit moment, etc. Ça peut être beaucoup de bavardage. Mais au final... on a un rapport à la faisabilité des propositions ou à des choses très concrètes. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple, dans la manière dont moi je vais appréhender les dossiers en conseil municipal? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais essayer de tenir compte des retours qu'on m'a fait pour pouvoir avoir une position qui sera peut-être moins abrupte dans la manière de la traiter. Parce que je serai peut-être plus en lien. Moi, je vis confortablement. J'ai pas de soucis forcément. J'ai des soucis comme tout le monde, mais pas forcément celui, ne serait-ce que de boucler les fins de mois pour pouvoir se nourrir, donc, etc. Mais tous ces rapports-là se construisent mieux. Et c'est là cette immersion pour ne plus faire partie des accès d'éco-sanguins défertilisés que dénonçait Borloo. À un moment donné, oui, il faut revenir au milieu dans lequel on vit, dans la ville dans laquelle on vit. C'est ça que ça m'apporte. Et par rapport au blog, par rapport à l'expérience, là je vois les limites du modèle, par exemple. Alors, ce blog participatif, tu l'as appelé blog participatif, que tu as lancé il y a... Oui. Enfin, la nouvelle version, je veux dire. La nouvelle version, 2 mois, ça devait être... Non, c'était en juin de l'année dernière. Ah, d'accord. Ça va faire 9 mois avec des questionnaires... Donc, à chaque fois, on a un billet d'humeur quasiment. Hein. Oui. Et ce billet d'humeur, qui peut être sur la sécurité à Bergerac, etc., comment tu fais participer les gens? Ce sont des questionnaires. Des questionnaires qui sont donc envoyés par tous les mails qu'on peut avoir de ci, de là. On envoie, on diffuse, on met sur les réseaux sociaux. Le constat que j'en fais aujourd'hui, c'est que de la même manière qu'il y a une fracture sociale, la fracture numérique, elle existe aussi. C'est toujours un peu les mêmes qui vont répondre, même s'il y en a 150, 180, 90 selon le sujet. On touche toujours à peu près les mêmes. Donc ce n'est pas suffisant. Je suis pas sûr que ce soit la fracture numérique, c'est un rapport au pouvoir ou un rapport à la parole légitime qui... Et c'est pour ça qu'on va Tout le monde n'a pas Internet. Ça va se servir de Facebook. Oui, mais et se sentir presque
habilité à pouvoir répondre. Oui, c'est ça, il y a cette... On est toujours là-dedans, dans ce rapport-là. Donc on va repartir en porte-à-porte en le doublant en version papier. D'accord. Et ça, là, c'est un constat qu'on a fait les uns et les autres, donc on va doubler ça. L'outil informatique nous permettra de rentrer les résultats pour pouvoir avoir effectivement une approche synthétique et statistique, mais du coup, ça me permettra de comparer effectivement le taux de non-réponse. C'est là on va aller à la rencontre, ce que j'avais pu faire dans d'autres expériences politiques, d'aller en porte-à-porte, mais sur des thématiques spécifiques et de voir un peu quelle est leur attente. Je prends l'exemple de la sécurité. La sécurité, moi j'ai trouvé, mais je ne suis pas surpris, il y a une vague de cambriolage à Bergerac. Un mois après, on voit apparaître dans nos boîtes aux lettres un tract en papier glacé. Blindage de porte non, mais avec une caméra et en disant la vidéosurveillance, la solution à vos problèmes, signez la pétition. Signez la pétition. C'est-à-dire que ce parti qui se réclame être le parti du peuple, etc., est dans une relation de verticalité très forte, très plébiscitaire. Là, tu es d'accord avec le maire, tu es contre les caméras de surveillance. La vidéosurveillance, ça n'est même pas justifiable. Il y a d'autres solutions. Il y a des moyens qui existent de surveiller les biens physiques, comme la vidéoprotection, pour le coup, où on fixe un bien immobilier. La vidéosurveillance, qu'on ne me dise pas que c'est de la bonne gestion comptable, que de mobiliser 3 agents municipaux en permanence 24 heures sur 24, avec tout le dispositif en plus de vidéo, pour faire quoi? Pour faire quoi? On se plaint qu'on a trop de fonctionnaires, et Dieu sait que moi j'en souffre de ces raccourcis, et là à côté de ça, on nous annonce qu'on va mobiliser à peu près 100 000 € par an de budget de fonctionnement pour avoir quelqu'un qui est derrière une caméra. Et donc sur cet objet précis, la sécurité à Bergerac a été étonnée des retours. Sauf que tu n'en as peut-être pas eu beaucoup, puisque c'est toujours les mêmes. Une centaine. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est pas assez. C'est pas assez parce que l'enjeu est plus important. Ce qui me surprend agréablement, il y a un rapport, parce que ce qu'on voulait distinguer, c'était la sécurité du sentiment d'insécurité. Essayer de bien dissocier les deux et voire même sur une même question, quand on parle de sécurité et juste de sentiment d'insécurité, de constater les écarts qu'il peut y avoir entre les réponses. Et, c'est pas étrangeant, c'est que le bruit est aujourd'hui une source du sentiment d'insécurité, les nuisances sonores. Ça peut être la mobilette qui roule très vite. On est dans ce rapport-là. C'est pas forcément la menace aux personnes. Autre élément, les comportements, la perception des comportements différents. Aussi, de sentiment d'insécurité. On est dans ces représentations. Alors il faut creuser davantage et voir un peu aussi par rapport dans les quartiers comment ça peut réagir. Donc là, on va continuer l'expérimentation par rapport à ça. Je vais faire l'avocat du diable. C'est juste comme ça. Mais rêver d'une vie sociale pacifiée, complètement pacifiée, me paraît une fausse route. Je veux dire, l'essence de la vie sociale, c'est le conflit, c'est la violence, j'ose pas dire c'est la guerre, mais j'y pense un petit peu. Je veux dire, je préférerais qu'on mette en avant, enfin je sais pas si je préférerais, mais il faut aussi penser que le conflit, ça aide à vivre, quoi, que ça fait vivre. Alors le type qui se plaint de la mobilette qui passe, je sais pas quoi. Mais c'est aussi un indicateur... C'est aussi la meilleure réponse à apporter. Oui. Quelle réponse à apporter à ça? Ça veut dire, est-ce que c'est le fameux tract avec la grosse caméra pour alimenter un autre sentiment d'insécurité? Il ne faut pas faire la même chose. Et c'est bien pour ça. Et à un moment donné, moi j'ai envie de répondre à cet excès de sensationnalisme ou d'expressivité qu'ils peuvent traduire par un peu d'objectivité par rapport à ce que sont les réelles craintes des gens, des personnes. Aujourd'hui, le papy et la mamie, parce que je vais prendre cette cible-là quand ils nous donnent leur catégorie d'âge, leur principale inquiétude, leur principale source d'insécurité, c'est d'avoir peur de tomber dans la rue parce qu'il y a un trou dans le trottoir, parce qu'ils ont peur aussi de se faire chahuter par des enfants. Et c'est normal, les problèmes de mobilité sont plus prégnants. Mais elle est là, le réel voilà, aussi. Ce que je voulais dire, c'est que qu'on nous foute la paix ne me paraît pas un bon idéal, quoi.
qu'on nous foute la paix. Il paraît qu'il y a un philosophe qui fait ça en ce moment, on lui dit « Ah mais foutez-vous la paix ». Ben non, moi j'ai pas envie qu'on me foute la paix. Enfin, peut-être que on n'est pas très nombreux dans mon cas. Mais non, mais bon, sans avoir une qualité d'une vie sociale se mesure aussi à la façon dont nous supportons les conflits, dont nous les portons aussi. Oui. Enfin, mais sans avoir une vision irénique, n'oublie pas où tu vis toi aussi. Je pense pas qu'il y ait des rodéos de scooters à l'embras devant chez toi. Ah non, mais c'est sûr. Donc, on peut toujours dire ça. Hein. Oui, mais aujourd'hui, moi j'ai du pot, j'ai pas de mal à bouffer. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple le quartier de la Brunetière, qu'on appelle la Brunetière pour pas dire la 4, que j'ai connu avant l'ANRU, pendant l'ANRU, après l'ANRU. Bon. Aujourd'hui, les statistiques de la police nationale nous montrent que c'est un des quartiers sûrement les plus sûrs de la ville. Bon. Mais, le sentiment à côté de ça, qu'est-ce qui empoisonne la vie des habitants? C'est les rodéos en quad. C'est ça. Et c'est 2 personnes qui sont identifiées. Mais effectivement, ça met la pagaille parce que la maman, elle a peur que ses petits se fassent accrocher. La personne âgée a elle-même aussi peur d'être bousculée. Et c'est vrai que faire des rodéos de quad dans un quartier, ça n'a pas de sens. Alors il y a une commission de sécurité qui s'est réunie, mais on ne va pas en parler puisque c'est inter... C'est quand même intéressant de parler de la prévention et de la répression. Non, cette commission de sécurité qui s'est réunie, mais on n'y était pas, on l'a su directement, donc voilà, avec la ville de Bergerac et des associations. Et l'un des problèmes, c'était, tant pis, c'est un groupe, comme tu dis, qui est près du stade de l'USB La 4. Alors, comment ça a été identifié? Comment est-ce qu'on... De l'USA4, pardon. Comment ça a été identifié? Qu'est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a des choses qui se disent sur ces gens, est-ce qu'on sait vrai ou pas? Mais je ne peux pas parler pour le maire actuel, il n'est pas là. Mais est-ce que... parce que du coup, tu étais dans l'équipe Rousseau, cette idée de dire la 4, la Brunetière, surtout pas de répression, on fait que de la prévention. Est-ce que d'abord c'est une réalité? Non. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'acheter une paix sociale en laissant faire des choses, sans faire le jeu évidemment de partis extrémistes? Je ne sais pas si on peut opposer la prévention et la pénalisation. Non, la répression, tu envoies les flics, amendes, machin, etc. Et prévention, c'est-à-dire, on demande aux associations de faire en gros du lien social. Je ne suis pas persuadé que ce soit le rôle des assos de faire ça, mais est-ce qu'il y a eu cette tentation de lisser un peu les choses en faisant entre guillemets de la prévention, en faisant peu intervenir? Non, il y a toujours... Parce qu'il y a insécurité et sûreté. Sécurité et sûreté, c'est pas pareil. Moi, ce que je vois, alors sur les chiffres bruts, sans lien avec ce qui va suivre, c'est que le quartier où il y a le plus d'intervention des forces de police, c'est celui de la Brunetière. La police nationale. D'accord. Je crois que c'est 230 dans l'année 2017, etc. Et donc c'est le quartier le plus sûr. Et à côté de ça, voilà. C'est-à-dire que alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde se sent aussi habilité à porter plainte, déposer une plainte? Ça aussi, il faut toujours relativiser les choses. Mais stop, la police intervient dans ces quartiers, donc le volet répression, il existe. D'accord, ok. Bien. Et il faut qu'il existe, de toute façon. Il existe parce que c'est l'exemplarité. C'est pas une institution, mais enfin un truc où les flics prennent soin de faire, de se joindre avec la population pour... Le retour de la, entre guillemets, police de proximité, c'est ça dont tu veux parler? Oui. Qui avait été supprimé sous Sarkozy. On n'est pas arrivé à avoir le monsieur qui s'en occupe ici, mais bon... C'est juste ça. Oui, on essaye de... Voilà. Bon, bref, ça fait une bonne heure. Ça fait une petite heure. J'aurais bien voulu parler de Borloo, donc juste peut-être quelque chose sur le rapport Borloo. Bon, là, il tape facilement, enfin, gentiment, et tout le monde peut taper sur les notes comme il veut, puis c'est facile d'où il est, d'où il parle surtout. Et cette académie des leaders, moi, je suis pas... T'es pas convaincu? Je suis pas convaincu d'une académie des leaders, donc pour le dire vite, on va faire un sous-ENA de... L'académie des premiers de cordée. Voilà, les premiers... J'ai vu ce que c'est les cordées de la réussite dans l'éducation nationale. Je connais, j'ai pratiqué. Donc... ça n'a pas marché. C'est insatisfaisant, enfin, on n'a pas le temps d'exposer les choses. Ça profite souvent toujours aux mêmes, et puis ça ne tire pas forcément ceux qui en auraient besoin. Bref, donc cette académie de leaders, ça fait un peu, ça fait Police Academy en plus, mais ça fait un peu sous-ENA pour miséreux, quoi. Donc
je suis pas convaincu de ça. Je sais pas ce que tu en penses, parce que toi, tu as quand même œuvré dans la politique de la ville. Ça voudrait dire qu'à Bergerac, on pourrait décliner en faisant, je sais pas quoi, moi, peut-être des options particulières dans les établissements scolaires pour des gens issus de la politique de la ville, sachant que la frontière, elle est trop artificielle. Elle est trop artificielle. Ouais, et c'est d'ailleurs une des craintes, moi, que j'ai avec... alors, j'attends de lire le rapport en entier. Hein, là, je l'ai pas lu non plus, c'est que les journaux. Que les interviews... Et l'avis du président qui doit intervenir. Et qui interviendra fin mai. Ce dont il faudra faire attention, c'est toujours ces notions de ville moyenne, etc. Comment nous, on va pouvoir se retrouver dans un dispositif qui risque d'être quand même très bien pensé pour les banlieues de métropole, les banlieues de grandes villes, et nous qui sommes... Enfin là, on a 3 quartiers prioritaires à Bergerac, quartier politique de la ville, dont le centre-ville, qui est quand même pas une banlieue à proprement parler, mais qui a les caractéristiques sociologiques d'une banlieue, et comment on va réussir à décliner ces grandes orientations. Sur l'école des leaders, l'école de la réussite, moi je vois là, on est en train d'étudier quelque chose avec Rislan Robin, qui est pourtant de l'équipe municipale à Daniel Garrigue, sur nos quartiers, nos territoires ont du talent. Qui est un gros, on en reparlera parce qu'on fera sûrement, on va essayer d'obtenir les accords pour pouvoir financer l'opération. Région du talent, c'était de la pub pour les fromages. C'est ça. Mais l'idée, c'est de s'adresser au Bac+3, non pas seulement issus des quartiers politiques de la ville. Ils sont plus là, les Bac+3, ils sont à Bordeaux. Et bien, il y en a encore. Tu veux dire qu'après une licence, ils reviennent là ou qui peuvent être encore là. D'accord. Et comment leur offrir des perspectives claires d'emploi, et ne serait-ce que pour restaurer la valeur de l'exemple d'avoir fait des études. Et il se trouve qu'on a cette problématique dans les quartiers où on a des gens qui sont diplômés, qui ont fait le mix notamment, et qui ont des Bac+3. Certains qui sortent de BTS, donc qui ne sont pas totalement en Bac+3, mais qui sont dans ce niveau-là, et qui ont du mal à trouver un emploi. Sauf que ça nous pose une question, ou en tout cas des questions, c'est l'exemplarité quand on a fait des études. Tu as fait des études, et à quoi ça t'a amené aujourd'hui? Tu es comme nous qui n'en avons pas fait. Donc là aussi, il y a un devoir d'essayer Il y a études et études, c'est-à-dire que si on essentialise dans le bassin d'emploi local, mais on ne valorise pas des ambitions extra-locales. Exactement. Si c'est pour aller, j'ai rien contre Mix, mais si c'est pour aller à Mix ou faire le BTS MN2B, puis dire tiens, il a trouvé un travail à Bergerac, c'est très bien. Et puis pendant ce temps-là, pendant que tu es en formation, tu n'es pas dans les statistiques des jeunes chômeurs. Oui, mais je ne suis pas persuadé non plus. On peut aussi avoir une exemplarité des élèves qui vont dans les écoles entre guillemets prestigieuses ou qui quittent le territoire. Voilà, quoi. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler. Pour apporter des solutions, des réponses justement à cet accompagnement. Ok, Christine, et puis on va conclure. J'ai un dernier truc à dire. Tu traduis? Je pense que Christine pense que on veut vraiment aider les jeunes à s'en sortir, etc. Pour aider les jeunes à s'en sortir. Que la médiathèque de Bergerac sera la même. Il faudrait penser à la médiathèque. Avec les personnels qu'il y a dedans. Et tant que ça ne sera pas un truc très très mal servi. Où on a envie de rentrer, d'y faire plein de trucs, rien ne changerait. Voilà. Pour moi, c'est le cœur de la ville. L'obsession documentaliste et Christine, c'est la médiathèque. On est bien d'accord. Et tu vois, je fais pas de promesses, mais en tout cas, on en a souvent discuté, et je te promets qu'avant les élections municipales, je te ferai une proposition concrète sur la médiathèque et sur la nouvelle médiathèque. On soumettra ça au débat, à l'échange. Ça peut être financé dans le cadre de Cœur de Ville. Mais moi, je considère qu'un enjeu de cette importance-là, c'est important à un moment donné que les électeurs se prononcent aussi en sa faveur. Mais c'est évident que si la notion de tiers-lieu, tout ce qui va avec, d'espace ouvert, d'accès au monde, parce que c'est par ce biais-là que ça se fera, eh bien, on peut arriver à faire quelque chose de très bien et qui profitera à l'ensemble de la ville et du bassin de vie. Je résume. En février, Daniel Garrigue nous annonce la médiathèque aux Nouvelles Galeries. En mars, M. Delpont dit mais n'importe quoi, ça sera un hôtel. Et là, Fabien Rué nous annonce rien. Enfin, il nous annonce qu'il va nous faire je ferai une proposition concrète par rapport à ça. Très bien. On n'a pas parlé formation, on n'a pas parlé justice. Justice, on a des trucs à poser aussi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu.
Et peut-être qu'on pourra Merci évoquer Christine de tes aspects, interventions. Je voudrais remercier aussi l'interprète. Peut-être qu'on pourra évoquer d'autres aspects qu'on a simplement effleurés aujourd'hui. Merci à toi. Et dernière chose, si on tutoie Fabien Rué, c'est qu'on le connaît à l'extérieur et que moi je me vois mal vous voyez quelqu'un. La dernière fois. Il a l'âge de notre fils. Ou non, et donc je précise quand même les choses pour tout le monde. Merci. Merci.